Bonjour, je me présente Annie-Claude Prudhomme, conseillère aux affaires éducatives à la Fédération des cégeps, plus particulièrement responsable du Carrefour de la réussite au collégial et animatrice du réseau des répondantes et répondantes à la réussite. Bienvenue au webinaire L'évaluation des apprentissages dans une perspective inclusive. Il s'agit du troisième webinaire organisé cette année par le Carrefour de la réussite. Je suis accompagnée aujourd'hui par ma collègue Catherine Paradis, responsable du réseau REPFRAN. Aussi, nous avons avec nous Dominique Girard qui assure le soutien technique de l'activité. Alors, quelques détails techniques justement avant de commencer. Le webinaire aura une durée de 75 minutes. Il durera environ 45 minutes pour ce qui est de la présentation. On va enchaîner ensuite avec une période de questions de 15 minutes. On vous invite donc à les garder pour cette période de questions, à les prendre en note donc pour la fin de la rencontre. Le webinaire est enregistré, alors si vous ne souhaitez pas être enregistré, on vous invite à fermer votre caméra tout simplement. D'habitude, les webinaires du Carrefour sont sur Zoom Webinaire. Ce n'était pas possible aujourd'hui d'avoir cette option. Donc, on a ajusté Zoom pour avoir une formule semblable à Zoom Webinaire. Vous verrez donc que le clavardage ne sera visible que par les animatrices. À la toute fin, on vous demandera d'y inscrire vos questions et nous pourrons nous-mêmes les poser à notre présentatrice. Je vous invite à suivre l'évolution de l'information sur le site web du Carrefour à la suite du webinaire. Nous déposerons l'enregistrement dès cette semaine ainsi que le diaporama de la présentation. Sans plus tarder, je vous présente Katia Leclerc qui a généreusement accepté de venir nous rencontrer aujourd'hui pour parler d'évaluation dans une perspective inclusive. Katia Leclerc est titulaire d'une maîtrise en enseignement au collégial de l'Université de Sherbrooke et d'un baccalauréat en psychologie de l'Université de Montréal. Katia Leclerc enseigne au niveau collégial depuis plus de 20 ans. Une belle expérience donc à titre d'enseignante en technique d'éducation spécialisée au Cégep Sorel-Tracy. Elle est d'ailleurs lauréate du prix Mention d'honneur de la QPC, mention d'honneur obtenue en 2018. Depuis plusieurs années, elle assume aussi la coordination des stages et travaille à la mise en œuvre de stages à l'international. Elle a donc une perspective très intéressante sur l'évaluation en contexte de stage. Elle est chargée de cours à Performant. Vous avez peut-être vu son nom passer dans la programmation actuelle de Performant. On va vous dire d'ailleurs quelques mots sur les cours qu'elle offre à la fin de la rencontre. Elle enseigne plus particulièrement les cours sur l'évaluation des compétences. Katia Leclerc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Nous sommes certaines que ta présentation permettra de nourrir la réflexion, de nous outiller. Alors, dès maintenant, je te cède la parole. Merci beaucoup, Annie-Claude, pour la présentation. Merci au Carrefour de la réussite pour l'invitation à venir vous parler brièvement ce matin de l'évaluation des apprentissages dans une perspective inclusive. Donc, la présentation d'aujourd'hui s'inscrit en fait là, dans le rapport de la réussite au Cégep regard rétrospectif et prospectif, plus particulièrement sur la piste 5, qui vise à soutenir l'enrichissement des pratiques d'évaluation des apprentissages dans une optique de réussite étudiante, en portant notamment un regard critique sur l'évaluation des apprentissages. Pour cette présentation, je vous propose d'abord d'aborder brièvement la notion de pédagogie inclusive, puis l'évaluation des apprentissages centrés sur le développement des compétences dans lesquelles s'inscrit l'évaluation inclusive. Donc, le cœur de la rencontre portera sur l'évaluation inclusive, puis sur différentes stratégies qu'on peut mettre en œuvre dans notre planification. Et je terminerai en vous présentant quelques ressources qui pourront vous être utiles pour approfondir la rencontre d'aujourd'hui, puis aller plus loin dans la mise en œuvre de pratiques évaluatives. Donc, dans un premier temps, si on regarde brièvement en quoi consiste la pédagogie inclusive, donc, c'est un ensemble de pratiques pédagogiques exemplaires qui reconnaît la diversité des personnes étudiantes comme étant la norme plutôt que l'exception. Donc, elle vise le développement du plein potentiel de toutes les personnes étudiantes, donc s'adresse à l'ensemble de la population étudiante.
Et elle reconnaît la variété des besoins d'apprentissage d'un apprenant à l'autre, mais également la fluctuation de ces besoins-là chez un même apprenant. C'est une approche qui est proactive plutôt que réactive et donc qui va demander une réflexion là, en amont pour planifier certaines interventions particulières, donc au niveau de notre stratégie d'enseignement et d'évaluation plus spécifiquement qu'on regardera ensemble aujourd'hui. C'est une approche qui s'appuie notamment sur la conception universelle de l'apprentissage pour s'adapter à la diversité en réduisant ou en éliminant même les obstacles à l'apprentissage. Ça rejoint en fait 3 idées fondamentales qui ont été soulevées par le Conseil supérieur de l'éducation qui vise notamment à envisager la diversité des étudiants dans leur ensemble pour offrir une éducation inclusive pour tous. Donc, c'est vraiment une façon d'aborder l'ensemble des étudiants et non de s'intéresser seulement à certains étudiants qui pourraient présenter des besoins particuliers. On va maintenir des exigences élevées pour chaque étudiant. Donc, les exigences ne sont pas diminuées et on va persévérer dans la recherche de solutions jusqu'à la réussite. Et on va agir en amont sur les obstacles à l'apprentissage. Donc, ça revient là à ce que je mentionnais tantôt, qui nécessite une réflexion préalable dans la planification qui va être mise en œuvre. Donc, si on regarde brièvement la conception universelle des apprentissages sur laquelle s'appuie la pédagogie inclusive, vous savez possiblement là, que c'est inspiré du monde de l'architecture et c'est appliqué au monde au domaine de l'éducation dans lequel on va anticiper les barrières à l'apprentissage dans l'environnement pédagogique. Donc, c'est un cadre conceptuel sur lequel le personnel enseignant peut s'appuyer pour répondre aux besoins d'apprentissage des personnes étudiantes, mais ce n'est pas un cadre rigide. C'est vraiment un modèle sur lequel on peut s'appuyer et puiser différentes idées pour s'adapter à la diversité des étudiants. Donc, on verra tantôt là, des exemples concrets qu'on va pouvoir mettre en application en lien avec nos pratiques évaluatives. Donc, voilà. L'image suivante nous permet là, de voir concrètement qu'en faisant tomber les barrières en amont, donc en s'assurant de faire tomber les barrières à l'apprentissage, ça permet vraiment à l'ensemble de la population d'avoir un accès universel. Donc, ça peut être finalement au service de l'ensemble des apprenants que de réduire les obstacles qui peuvent être présents dans l'environnement pédagogique. Il y a différentes valeurs, évidemment, qui sont véhiculées par la pédagogie inclusive, des valeurs d'ouverture, de valorisation de la différence. Donc, ce n'est pas juste de reconnaître la présence de la diversité, mais aussi de la mettre en valeur. Toute la notion d'équité et de bienveillance. L'importance aussi de faire preuve de souplesse et de flexibilité. On va voir tantôt comment ça peut prendre forme au niveau de nos pratiques évaluatives, puis la notion de respect et de collaboration. Donc, ces valeurs-là pourront être actualisées dans nos pratiques évaluatives. On s'est intéressé aux bénéfices de l'inclusion pédagogique, puis c'est intéressant de voir que ça a différents impacts positifs. Ça augmente notamment la motivation, l'engagement et le sentiment d'appartenance des personnes étudiantes. Ça va favoriser la collaboration et leur autonomie et ça va avoir finalement une incidence sur la réussite. D'un autre côté, ça permet de réduire le décrochage scolaire, puis également les demandes d'accommodement individuel, puisque les barrières à l'apprentissage sont moins présentes, ce qui va entraîner une réduction du stress chez le personnel enseignant. Donc, on peut voir que les bénéfices de l'inclusion pédagogique sont vraiment intéressants.
La question qu'on peut se poser par rapport à l'évaluation, c'est est-ce que l'évaluation constitue un obstacle ou encore un levier à l'inclusion? Ce qu'on peut penser en lien avec cette question-là, c'est que le paradigme dans lequel on s'inscrit en lien avec l'évaluation va avoir un impact sur la réponse. Donc, si on envisage l'évaluation dans une perspective qui est plus traditionnelle, où la notion de performance et de compétition va être très importante, à ce moment-là, l'évaluation va devenir plutôt un obstacle à l'inclusion. Si toutefois l'évaluation est vraiment utilisée au service de l'apprentissage, ça peut vraiment devenir un levier à l'inclusion. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, comment faire en sorte que l'évaluation constitue un levier à l'inclusion plutôt qu'un obstacle. Si on regarde brièvement certaines informations en lien avec l'évaluation centrée sur le développement des compétences, parce que ça va nous influencer là, dans notre planification des évaluations, il faut garder en tête que l'évaluation centrée sur le développement des compétences vise vraiment un apprentissage en profondeur, un apprentissage qui est significatif, par opposition à un apprentissage plutôt de surface superficielle qui fait appel principalement à la mémorisation. C'est une évaluation qui est vraiment au service de l'apprentissage. Donc, toute la notion d'évaluation formative et de rétroaction est vraiment au cœur là, de l'évaluation centrée sur le développement des compétences. Donc, on fait une place vraiment importante à ces aspects-là dans la planification des évaluations. Un autre élément très important, c'est le fait que la personne étudiante se voit confier un rôle actif dans une perspective d'évaluation des compétences. Donc, pour démontrer la compétence, elle doit vraiment être placée devant des tâches complexes et authentiques, puis avoir un rôle actif pour démontrer le développement de sa compétence, mais elle est aussi impliquée au niveau du processus d'évaluation, entre autres au niveau de la participation à l'évaluation formative, que ce soit par le biais de la planification d'auto-évaluation, d'évaluation par les pairs ou encore de co-évaluation. L'évaluation centrée sur le développement des compétences va prôner une évaluation qui est critériée, puis pour avoir un regard vraiment complet sur le développement de la compétence, puis sur ses manifestations, on va s'intéresser à différentes dimensions. Donc, on appelle les 3 P, le produit, le processus et le propos, pour nous permettre d'avoir un jugement qui permet de tenir de l'ensemble des traces de manifestation de la compétence. Maintenant, regardons brièvement le processus d'évaluation pour situer en fait à quel moment on va pouvoir réfléchir à l'intégration de pratiques d'évaluation inclusive. Donc, Cardinet avait proposé en fait 4 grandes étapes là, au niveau du processus d'évaluation qu'on voit dans le bandeau en bleu sur le schéma qui est à l'écran. Donc, l'intention, la mesure, le jugement et la décision. Et Julie-Lyne Leroux présente dans le guide géant une déclinaison, si on veut, là, de 6 étapes du processus d'évaluation avec le numérique. Donc, j'attire votre attention particulièrement sur les 2 premières étapes qui sont particulièrement importantes là, par rapport à l'intégration de pratiques évaluatives qui sont inclusives. Donc, la première étape qui consiste à analyser va permettre à la personne enseignante de clarifier la cible d'apprentissage. C'est vraiment la base là, du processus d'évaluation. Et la deuxième étape, qui est la planification, qui consiste à déterminer les activités d'évaluation et les pratiques inclusives. Donc, c'est à cette étape-là, comme on disait en amont, ou au moment où on va planifier la stratégie globale d'évaluation, qu'on va pouvoir réfléchir aux obstacles qui sont présents, puis aux mesures inclusives qu'on souhaite proposer et planifier dans notre stratégie d'évaluation.
Donc, je vous invite à regarder avec moi là, brièvement la première étape qui est la base du processus. Puis ensuite, on va rentrer là, dans le cadre de la présentation qui est la planification de pratiques d'évaluation inclusive. Donc, l'analyse, la cible d'apprentissage, c'est vraiment l'élément de départ de la planification des évaluations. Donc, à cette étape-là, on va devoir se poser des questions essentielles qui vont orienter l'ensemble de la planification par la suite. Donc, les questions qu'on va se poser ici, c'est d'identifier là où les compétences qui sont visées par le cours, quels sont les savoirs, les connaissances essentielles qui sont nécessaires, quels sont les critères de performance et quel est le contexte de réalisation. Donc, ces questions-là vont nous permettre de bien identifier la cible d'apprentissage et évidemment, la compétence est au cœur de tout ça. Donc, la compétence, on se rappelle que c'est un savoir-agir complexe qui mobilise puis qui combine un ensemble de ressources internes et externes pertinentes pour traiter avec succès des tâches complexes d'une même famille. Donc, l'importance que la personne étudiante soit placée face à des tâches complexes où elle va devoir utiliser, puiser dans les différentes ressources pour traiter finalement adéquatement et efficacement de la tâche qui lui est proposée. À la lumière de l'analyse de la cible d'apprentissage, on va par la suite planifier les activités d'évaluation et c'est à ce moment-là qu'on va réfléchir en fait quelles sont les activités d'évaluation qu'on va proposer pour permettre finalement d'atteindre la cible qui a été identifiée. Donc, dans la planification des évaluations, on va s'interroger sur les types d'activités d'évaluation qu'on va proposer, les tâches complexes et authentiques qui seront proposées aux personnes étudiantes, le calendrier des évaluations, donc à quel moment les évaluations vont survenir, quelle sera leur fréquence, leur durée. On va planifier des activités d'évaluation diagnostique, mais aussi des activités d'évaluation formative, sommative ou certificative. Donc, c'est vraiment l'ensemble de la stratégie là, qui va être mise en place, qui va être présentée dans le plan de cours pour permettre aux personnes étudiantes d'avoir une vue d'ensemble de la stratégie qui est proposée. Donc, stratégie d'évaluation formelle qui va être mise en place. Pour chacune des évaluations aussi, on va réfléchir à l'implication de la personne enseignante, mais aussi du rôle de la personne étudiante, parce que, comme on disait tantôt, on souhaite que la personne étudiante prenne part activement au processus d'évaluation. Et on va s'interroger aussi sur les défis pédagogiques ou défis technologiques qui peuvent se présenter dans la planification du cours qui est concerné. Donc, c'est à ce moment-là, au moment de la planification, qu'on peut s'interroger sur comment rendre nos pratiques évaluatives plus inclusives. Donc, l'idée, c'est vraiment de réfléchir en amont puis de cibler finalement des moyens qu'on peut mettre en place pour faire en sorte que nos pratiques évaluatives soient plus inclusives. À quoi fait référence l'évaluation inclusive? Donc, l'évaluation inclusive, en fait, reconnaît qu'il y a des obstacles qui empêchent certaines personnes étudiantes de faire valoir leur apprentissage et de démontrer finalement le développement de leurs compétences. On reconnaît ici aussi, comme dans la pédagogie inclusive, que les objectifs et les niveaux d'exigence académique doivent être maintenus. Donc, il n'y a pas de compromis qui est fait sur la cible d'apprentissage. On veut s'assurer d'avoir un alignement pédagogique, puis que ce qui est visé va que l'évaluation va être cohérente, en fait, avec ce qui est visé. L'erreur est reconnue comme faisant partie de l'apprentissage. Donc, on va voir tantôt dans les stratégies comment on peut tenir compte de ce principe-là dans la planification de l'évaluation. Et on considère que la compétition, finalement, est à éviter. Donc, c'est quelque chose qu'on va essayer de mettre de côté là, pour avoir une approche qui est plus collaborative.
Donc, concrètement, par où commencer quand on souhaite rendre nos pratiques évaluatives plus inclusives? Donc, la démarche qui est proposée ici s'appuie sur un guide que je vais vous présenter tantôt qui est élaboré par l'Université Laval. C'est en fait une approche pour intégrer l'approche inclusive. Donc, dans un premier temps, il s'agit de s'intéresser à l'approche inclusive pour savoir en quoi ça consiste. Ensuite, de faire le portrait du cours qu'on souhaite ajuster ou qu'on a à planifier. Déterminer en fait quelles sont les barrières à l'apprentissage qui peuvent être présentes en lien avec le cours en question. Identifier des solutions en se basant sur la conception universelle de l'apprentissage. Expérimenter ensuite les solutions qu'on aura identifiées, puis analyser finalement toute la démarche pour pouvoir l'ajuster la prochaine fois. Donc, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de regarder avec vous ce qui est dans le bas là, du petit schéma, donc les solutions qu'on peut envisager à partir de la conception universelle de l'apprentissage. Donc, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, ce sont des idées de stratégies qui peuvent être mises en œuvre. Ça ne se veut pas une liste exhaustive, donc il existe d'autres solutions. On va en proposer là, certaines, mais il y en existe d'autres. Ce n'est pas une liste qu'on doit appliquer au complet à l'ensemble des évaluations qu'on propose, mais c'est vraiment des idées parmi lesquelles on peut piger pour s'inspirer afin là, de rendre nos pratiques évaluatives plus inclusives. L'idée, c'est d'y aller un pas à la fois. Donc, probablement que vous en avez déjà des pratiques évaluatives inclusives là, qui font partie de vos stratégies, de vos planifications. Puis, quand on s'intéresse à ça, puis qu'on commence à en intégrer progressivement, éventuellement, ça devient plus naturel de penser de cette façon-là quand on fait la planification là, de la stratégie générale d'évaluation dans le cadre d'un cours. Donc, allons ensemble là, voir certaines solutions qu'on peut envisager à la lumière de la conception universelle de l'apprentissage. Donc, la conception universelle de l'apprentissage, on l'a vu tantôt, vise à faire tomber les obstacles qui se trouvent là, dans l'environnement pédagogique pour répondre à la diversité qui est présente là, chez les apprenants. Donc, il y a 3 zones du cerveau qui ont été identifiées comme étant impliquées là, dans le processus d'apprendissage qui rejoignent en fait le quoi, le comment et le pourquoi de l'apprentissage. Et ce qu'on affirme, c'est que plus ces régions-là sont stimulées, plus l'apprentissage va opérer là, de façon efficace pour une plus grande diversité d'apprenants. Donc, le premier principe de la conception universelle de l'apprentissage reconnaît qu'il existe une diversité au niveau de la perception et de la compréhension du contenu. Donc, pour répondre finalement à cette diversité-là, le principe qui est proposé, c'est d'offrir plusieurs moyens de représentation. Le deuxième principe reconnaît une diversité au niveau des moyens de planifier les apprentissages et d'exprimer les connaissances. Et pour répondre à cette diversité-là, on va proposer comme principe d'offrir plusieurs moyens d'action et d'expression aux personnes étudiantes. Et le dernier principe de la conception universelle de l'apprentissage, qui est en lien avec le système affectif, le pourquoi, reconnaît qu'il y a différents moyens pour s'engager et pour se motiver. Et le principe qui est mis de l'avant ici, c'est d'offrir plusieurs moyens d'engagement. Donc, ce tableau-ci, vous l'avez probablement déjà vu, c'est le tableau qui présente en fait là, les trois principes de la conception universelle de l'apprentissage. Donc, chacune des 3 colonnes correspond à un des 3 principes. Et pour chaque principe, il y a plusieurs lignes directrices qui sont proposées, qui sont des moyens finalement à mettre en œuvre. Il y a une logique de progression à la verticale, c'est-à-dire que dans le haut,
on va vouloir favoriser l'accessibilité. Dans la deuxième rangée, on va vouloir favoriser la construction et dans le bas, on va vouloir favoriser l'autonomie. Donc, il y a une progression là, du haut vers le bas par rapport aux lignes directrices qui sont proposées. Et ce qu'on veut, en fait, c'est atteindre l'objectif qui consiste à former des apprenants débrouillards, bien informés et compétents, des apprenants centrés sur des objectifs stratégiques et des apprenants motivés et déterminés. Donc, allons voir comment on peut, par nos pratiques évaluatives, contribuer finalement, s'inspirer de ces principes-là. Donc, premier principe qui consiste à offrir plusieurs moyens de représentation va nous amener à nous questionner sur les obstacles qui nuisent à l'accès aux connaissances. Donc, par exemple, dans le cours qu'on souhaite rendre plus inclusif, comment les informations peuvent-elles être accessibles à toutes les personnes étudiantes en prenant en considération les différentes façons d'assimiler et de traiter les informations? Et quelles sont les différentes façons dont l'information peut être transmise aux personnes étudiantes? 3 lignes directrices sont proposées. Offrir diverses possibilités sur le plan de la perception, offrir des options en matière de langue, d'expression mathématique et de symboles, puis offrir diverses possibilités sur le plan de la compréhension. Donc, voici quelques stratégies là, qui pourraient être mises en œuvre en s'appuyant sur ce premier principe-là pour rendre nos pratiques évaluatives plus inclusives. Donc, quand on a à fournir les consignes d'évaluation aux personnes étudiantes, on peut les offrir en format varié, donc à l'écrit, à l'audio, de façon vidéo. Donc, il y a différentes façons de les proposer. Donc, on peut soit varier la façon, le format pendant la session d'une évaluation à l'autre, mais on peut aussi combiner différents formats. Donc, par exemple, fournir des consignes par écrit, mais également mettre à la disponibilité des personnes étudiantes une capsule vidéo dans laquelle on explique les différentes consignes, donc qui vont permettre de rejoindre peut-être davantage certains apprenants que d'autres, puis qui vont pouvoir être utilisés là, selon le souhait là, des personnes étudiantes. S'assurer évidemment de formuler clairement les consignes d'évaluation, donc pour faciliter la compréhension. Porter une attention en fait à utiliser un vocabulaire qui est connu dans les évaluations, donc réinvestir le même vocabulaire qui a été utilisé dans le cadre là, des activités d'enseignement et d'apprentissage lorsqu'on arrive dans les activités d'évaluation. Donc, réinvestir le même vocabulaire au niveau, par exemple, des examens ou encore des consignes d'évaluation. Fournir un format de fichier qui est modifiable, donc qui permet à la personne étudiante d'ajuster à sa guise la taille du texte, la police, les contrastes, la couleur, le volume du son. Donc, ça peut être facilitant aussi. Fournir des fichiers qui sont facilement accessibles sur l'environnement numérique qui est utilisé. Utiliser aussi des modalités variées de rétroaction. Donc, on peut fournir une rétroaction par écrit, mais encore de la même façon qu'on peut fournir les consignes en format varié, la rétroaction peut aussi être fournie de différentes façons et notamment l'utilisation de la correction rétroaction simultanée, qui est une pratique intéressante où on va en fait offrir la rétroaction au moment où on corrige, donc soit en présence de la personne étudiante ou encore en faisant une capture d'écran, en enregistrant en fait l'écran, à l'écran, par exemple, le travail qu'on est en train de corriger puis qu'on commente. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant, là, qu'on peut utiliser pour certaines évaluations. Donc, différentes stratégies qui permettent de rejoindre là, les différents apprenants au niveau de la diversité reliée là, au premier principe là, de la conception universelle de l'apprentissage. Deuxième principe, celui-ci porte sur fournir plusieurs moyens d'action et d'expression.
Donc, les questions qu'on va être amenés à se poser ici, c'est quelles sont les compétences qui sont visées, comment les personnes étudiantes peuvent-elles démontrer leur apprentissage et est-ce que différents moyens d'évaluation peuvent être envisagés tout en préservant l'alignement pédagogique. Donc, traditionnellement, le personnel enseignant a tendance à proposer une évaluation, une forme d'évaluation. Là, ici, c'est une invitation à réfléchir aux possibilités de flexibilité, d'ouverture, de souplesse dans les moyens que la personne étudiante pourra utiliser pour démontrer le niveau de développement de sa compétence, ses habiletés, ses apprentissages. Donc, 3 lignes directrices qui vont orienter les actions ici. Ça consiste à offrir diverses possibilités sur le plan de l'action physique, offrir diverses possibilités sur les plans de l'expression et de la communication, puis offrir diverses possibilités sur le plan des fonctions exécutives. Donc, voici quelques stratégies qui peuvent être envisagées dans une optique de rendre nos pratiques évaluatives plus inclusives. Donc, d'abord, s'assurer de planifier des évaluations formatives qui sont semblables aux activités d'évaluation sommative. Donc, faire en sorte que l'évaluation formative soutienne l'apprentissage, puis que les évaluations proposées soient de même nature, de même niveau taxonomique que les évaluations sommatives qui seront proposées. Permettre l'utilisation de différents supports de communication pour la réalisation des travaux et des projets. Donc, de la même façon que par rapport au premier principe, on fournissait, par exemple, les consignes ou encore la rétroaction sous différentes formes, bien, ici, on peut aussi permettre l'utilisation de différents médiums par la personne étudiante pour nous démontrer ses apprentissages. L'idée de présenter des exemples satisfaisants de travaux réalisés pour illustrer les exigences d'évaluation est aussi une stratégie qu'on peut envisager puis qui permet aux personnes étudiantes de bien comprendre puis de voir concrètement à quoi peut mener là, la tâche qui est proposée. Pour des projets qui sont plus longs ou qui sont plus élaborés, l'idée de procéder là, par étapes, donc d'offrir la possibilité de remettre une première partie du travail, le plan de travail, par exemple, qu'on va commenter, pour lequel on va offrir une rétroaction, puis qui va permettre à la personne étudiante de s'ajuster pour l'étape subséquente. Ça permet aussi là, d'offrir un accompagnement qui est adéquat puis qui est efficace. Fournir une liste de vérification pour faciliter la planification. Donc, si par exemple, on a un projet où il y a plusieurs étapes à faire ou encore différentes parties à présenter, bien, une liste de vérification qui récapitule ces différentes étapes-là puis qui permet à la personne étudiante de suivre sa progression, de cocher ce qui est fait, puis de voir où il est rendu. Ça lui permet là, de voir sa progression, puis c'est aidant aussi là, au niveau de l'évaluation. On peut aussi, dans le même sens, proposer des modèles de planification pour les projets ou les travaux. Donc, fournir un échéancier, un document qui permet de faciliter l'organisation ou la planification des différentes étapes. On va recommander de rappeler aussi les échéanciers de différentes façons selon l'environnement d'apprentissage qui est utilisé. Puis, de proposer des questions pour faciliter la révision des différentes notions. Donc, encore une fois, je répète que les stratégies qui sont proposées ici ne sont pas exhaustives, il y en existe d'autres, puis que l'idée, ce n'est pas nécessairement d'appliquer tout ça tout le temps à toutes les évaluations, mais vraiment de voir des possibilités d'adopter des stratégies qui sont plus inclusives dans nos évaluations. Le troisième principe, qui consiste à fournir plusieurs moyens d'engagement, donc, va nous amener à nous poser des questions, notamment comment la motivation des personnes étudiantes peut-elle être stimulée? Comment est-il possible de maintenir l'intérêt et de favoriser le plaisir d'apprendre chez les personnes étudiantes?
Donc, il y a 3 lignes directrices ici. Offrir diverses possibilités pour éveiller l'intérêt, diverses possibilités pour soutenir l'effort et la persévérance, et offrir diverses possibilités sur le plan de l'autorégulation. Donc, ce principe-là, en fait, là, nous amène vraiment au cœur de la motivation, donc qui est vraiment un aspect central là, en lien avec le 3e principe de la conception universelle de l'apprentissage. Donc, allons voir quelles sont les sources de la motivation. Donc, Viau, qui a travaillé sur la motivation en contexte scolaire, a identifié 3 principales sources de motivation chez les personnes étudiantes. La première source, c'est la perception de contrôlabilité. Donc, le fait que la personne étudiante a l'impression d'avoir une certaine autonomie et pouvoir faire certains choix. La perception de la valeur, donc la valeur de l'activité qui est proposée, et ça s'appuie entre autres sur une intention d'apprentissage qui est claire, et une perception de sa compétence qui correspond à l'impression qu'on a la capacité d'être en mesure d'accomplir la tâche qui nous est proposée. Donc, ce qui est intéressant, c'est que comme personne enseignante, on a un pouvoir d'influencer finalement les sources de la motivation chez les personnes étudiantes. Donc, on a la possibilité de favoriser la perception de contrôlabilité, la possibilité de favoriser la perception de la valeur et la perception de sa compétence. Donc, je vous invite à voir comment on peut faire concrètement pour contribuer à favoriser la motivation en agissant sur les différentes composantes de la motivation. Donc, comment peut-on favoriser la perception de la contrôlabilité? Donc, c'est ici là, que la possibilité de faire des choix dans le déroulement des activités d'évaluation proposées va entrer en jeu. Donc, l'idée, c'est pas nécessairement d'offrir des choix par rapport à tout, mais de réfléchir s'il y a des possibilités de choix qui peuvent être offertes aux personnes étudiantes par rapport aux différentes activités d'évaluation. Donc, il y a plusieurs possibilités là, en lien avec le type de choix qui peut être proposé. Je vous en donne quelques-uns ici. Donc, par exemple, le thème d'un projet qui est à réaliser, la modalité de réalisation. Donc, s'il y a un projet à réaliser, est-ce que forcément tout le monde doit le faire par écrit? Est-ce que certaines personnes étudiantes pourraient le faire avec une capsule vidéo, sous forme de schéma? Donc, l'idée, c'est de toujours rester centré sur l'alignement pédagogique. On a dit qu'on ne faisait pas de concessions par rapport aux objectifs visés puis aux cibles d'apprentissage, mais parfois, différentes voies peuvent mener là, au même objectif. Donc, c'est de se questionner sur ce qu'on peut offrir comme latitude aux personnes étudiantes. Ça peut passer par les ressources qui sont utilisées, parfois sur la possibilité pour les étudiants de choisir s'ils souhaitent réaliser l'évaluation individuellement ou en équipe, dans la mesure où le travail en équipe n'est pas une compétence qui est visée là, dans le cours en question. Et par exemple, on peut offrir des choix sur proposer une étude de cas analysée sur 2 propositions. Donc, la personne étudiante prend connaissance des propositions puis peut y aller avec celle qui suscite davantage son intérêt. La même chose, par exemple, dans proposer 3 questions d'examen puis demander d'en choisir 2 auxquelles ils vont répondre. Donc, ce sont des exemples de choix. Fait qu'il y a plusieurs possibilités d'offrir des choix. Encore une fois, je répète, l'idée, c'est pas de permettre de tout choisir, mais de se questionner sur les possibilités de nourrir là, la perception de contrôlabilité en ciblant certains éléments qui peuvent faire l'objet de choix dans certaines évaluations. Comment peut-on favoriser la perception de la valeur, deuxième composante de la motivation? Donc, ici, en fait, on veut que la personne étudiante soit en mesure de bien reconnaître la valeur de l'activité d'évaluation qui lui est proposée. Donc, c'est sûr qu'en proposant des activités d'évaluation qui sont variées et stimulantes, ça va être favorable à la perception de la valeur. Proposer des tâches authentiques et signifiantes aussi, puis c'est au cœur de l'évaluation, là,
d'une compétence. Donc, ce qu'on souhaite, c'est proposer, par exemple, si on est en formation technique, des tâches qui se rapprochent de ce qu'ils auront à faire sur le marché du travail par la suite, ou encore démontrer des exemples d'applications concrètes avec leur vie personnelle, familiale, sociale ou citoyenne. Donc, pour leur donner l'impression que, bien, pas leur donner l'impression, mais leur permettre de voir que ce qu'ils sont en train de faire, ça va avoir une portée et une utilité. Donc, l'intention d'apprentissage, elle doit être claire. Comme personne enseignante, quand on planifie des évaluations, on le sait clairement là, dans notre tête pourquoi on propose cette activité-là. On voit la logique en lien avec la cible d'apprentissage, mais des fois, ça peut arriver que pour certaines personnes étudiantes, ce ne soit pas aussi clair. Donc, c'est important de prendre l'habitude de bien rendre concrète l'intention d'apprentissage des évaluations, des activités d'évaluation qu'on propose en établissant, entre autres, des liens clairs avec les objectifs puis les compétences qui sont à atteindre. Donc, il faut vraiment le rendre concret pour les étudiants. Proposer du matériel puis des ressources qui sont à jour et qui sont liées aux préoccupations des personnes étudiantes, c'est une autre façon aussi de favoriser la perception de la valeur. Puis pour y parvenir, ben, il faut bien connaître les étudiants qui sont devant nous, donc s'intéresser à eux, puis s'assurer d'actualiser nos pratiques. Comment peut-on favoriser le sentiment de compétence? Donc, la dernière composante de la motivation. Donc, en proposant un défi qui est raisonnable. Donc, c'est sûr que si l'évaluation que je propose ne propose pas un défi qui est suffisant, donc si le niveau est trop bas, bien là, c'est la perception de la valeur de l'activité qui va être mise en péril parce que on ne verra pas nécessairement la valeur de l'activité. Mais si par contre, je propose une activité et que le défi est trop élevé, donc soit un niveau trop élevé, soit une tâche qui est qui demande trop de temps pour le temps disponible, par exemple, bien, à ce moment-là, la personne étudiante peut sentir qu'elle n'a pas ce qu'il faut et qu'elle ne sera pas en mesure de relever le défi qui lui est proposé. S'assurer de mettre en place un climat bienveillant où on valorise la collaboration plutôt que la compétition, notamment par le biais des évaluations formatives. Ça va aussi favoriser le sentiment de compétence. Je le disais tantôt, faire une place importante à l'évaluation formative qui soutient l'apprentissage en offrant de la rétroaction sur les forces, sur les défis, en précisant des pistes d'ajustement qui doivent être mises en place. Ça va aussi contribuer à la progression de l'apprentissage puis au sentiment de compétence de la personne étudiante. Tout ce qui touche l'encadrement des évaluations aussi, donc en s'assurant que ce qu'on fournit aux étudiants, que ce soit les consignes, les grilles d'évaluation, les outils en lien avec les évaluations. Donc, quand c'est clair, c'est complet, c'est sûr que ça va être aidant parce que la personne étudiante a l'impression de bien comprendre ce qui lui est demandé puis qu'elle a ce qu'il faut pour répondre à la tâche qui lui est proposée. En favorisant l'auto-évaluation et l'autorégulation, puis en valorisant l'effort et la persévérance, on va aussi nourrir le sentiment de compétence des personnes étudiantes, puis en croyant en leur capacité de réussir, puis en leur démontrant. Hein, on véhicule en fait qu'on croit qu'ils ont les compétences, puis ça peut nourrir leur propre confiance. Donc, tout ça, ça va être des stratégies qui vont nous permettre de contribuer à faire en sorte qu'ils se sentent davantage compétents. Donc, la rétroaction efficace, elle est importante pour contribuer au sentiment de compétence composante de la motivation. Selon Etty, la rétroaction fait partie des influences les plus puissantes sur la réussite et c'est quelque chose qui est à la portée de toutes les personnes enseignantes. Donc, utilisons-le efficacement pour contribuer à l'apprentissage puis au sentiment de compétence.
Donc, une rétroaction efficace a certaines caractéristiques. Donc, elle doit être claire parce qu'on veut s'assurer que la personne étudiante va bien comprendre ce qui lui est communiqué. Elle est fréquente, elle est spécifique, c'est-à-dire qu'elle porte sur les objectifs d'apprentissage et les critères d'évaluation qui sont visés. Elle est sélective, donc on va éviter de donner beaucoup de rétroaction où ça peut perdre de son impact. On va plutôt miser sur des éléments qui sont plus significatifs. Donc, on va s'assurer de choisir les aspects qui sont les plus importants dans notre rétroaction. Idéalement, elle est soumise dans un court délai après la réalisation de la tâche. Elle est centrée sur l'apprentissage, donc la rétroaction va porter sur la production ou sur la performance plutôt que sur la personne étudiante qui l'a réalisée. Et elle se veut constructive, donc positive, empreinte du regard positif là, et voulant soutenir l'apprentissage. Donc, rétroaction efficace qui contribue là, au sentiment de compétence. Donc, maintenant, d'autres stratégies qui peuvent être mises en œuvre pour rendre nos pratiques évaluatives plus inclusives. Donc, par exemple, pendant un examen, on peut prévoir du temps supplémentaire pour toutes les personnes étudiantes. Donc, si par exemple, on planifie un examen, puis on pense que ça va prendre seulement une partie de la période, pourquoi ne pas prévoir l'ensemble de la période, puis les personnes qui auront besoin de plus de temps pourront s'en prévaloir. On va aussi penser peut-être à réduire les distractions, donc en permettant l'utilisation de coquilles, de bouchons pour tous les étudiants ou encore la sortie à heure fixe pour éviter qu'il y ait des distractions de façon fréquente pendant l'évaluation. On peut aussi permettre l'utilisation de certains outils comme des aides-mémoires, des outils de référence, par exemple, pour tous les étudiants, ou encore l'utilisation d'un brouillon qu'on va ramasser puis qui ne sera pas nécessairement corrigé, donc on le précise. On peut également permettre l'utilisation de moyens d'autorégulation, donc tous les accessoires anti-stress, les balles, les tangles, par exemple, l'utilisation, la possibilité d'écouter de la musique, c'est des moyens d'autorégulation qui peuvent être favorables. Et finalement, on peut permettre aux personnes étudiantes de poser des questions pendant l'évaluation s'il y a, par exemple, une question qui est moins bien comprise. D'autres stratégies qu'on peut mettre en place, par exemple, lors d'un travail d'équipe, donc s'assurer d'établir des attentes claires pour la répartition des tâches entre les membres. On sait que le travail d'équipe peut être confronté parfois à certains défis, donc d'établir des attentes claires par rapport à la répartition des tâches, ça peut être facilitant, puis d'offrir aussi certains outils pour faciliter l'organisation, comme par exemple l'établissement d'un contrat d'équipe ou encore de normes de fonctionnement au sein de l'équipe de travail. On peut également encourager les différentes occasions de collaboration, de soutien et d'entraide entre les personnes étudiantes, entre autres dans toutes les évaluations formatives qui sont proposées. Et en ce qui concerne la notation, on peut, par exemple, prévoir une pondération plus importante en fin de session, ce qui laisse vraiment une période d'apprentissage aux personnes étudiantes. Donc, en planifiant l'évaluation sommative ou certificative à laquelle une notation est rattachée, plus en fin de parcours. Proposer quelques évaluations plutôt que seulement, par exemple, 2 évaluations qui auraient une pondération très élevée. D'ailleurs, les PIEA des différents établissements prévoient habituellement une règle en lien avec cet aspect-là. Et finalement, offrir la possibilité que la note de la plus faible évaluation parmi certaines soit retirée du calcul de la note finale. Donc, par exemple, on fait 3 laboratoires, les 2 meilleures notes seront retenues. C'est une autre possibilité de stratégie inclusive au niveau de la notation. Donc, je répète que ce sont des exemples desquels on peut s'inspirer qui ne sont pas, encore une fois, une liste exhaustive.
Quand on parle d'inclusion et d'évaluation, une question importante à se poser, c'est avez-vous des biais cognitifs? Donc, en quoi consistent les biais cognitifs? Ce sont des raccourcis de la pensée, des distorsions de la perception qui sont souvent inconscients et involontaires. Donc, on n'est pas toujours, on s'en rend pas compte, puis c'est pas volontaire. Mais ces raccourcis de la pensée vont entraîner des jugements rapides qui manquent d'objectivité et qui vont influencer nos décisions, donc d'une façon qui peut avoir là, un impact négatif. Donc, avez-vous des biais cognitifs? La réponse est possiblement oui, parce qu'on en a tous, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des stratégies pour réduire leur présence et leur impact. Donc, les stratégies pour diminuer nos biais et leurs conséquences consistent d'abord à faire une introspection, puis prendre conscience de notre subjectivité. Donc, la subjectivité, elle est inhérente à l'évaluation. On ne peut pas complètement l'évacuer. On a besoin d'une part de subjectivité au niveau du jugement, mais il faut prendre conscience de cette subjectivité-là. S'informer sur les biais pour être en mesure de les reconnaître, il y en existe des dizaines et des dizaines. Donc, en s'informant sur les biais, ça nous permet d'identifier ceux que nous, on manifeste peut-être, et d'utiliser des instruments d'évaluation qui vont baliser le jugement, donc qui vont encadrer la subjectivité, comme par exemple l'utilisation de grilles d'évaluation à échelle descriptive. Ça m'amène à la partie sur la présentation de ressources. Donc, il existe plein de ressources vraiment super intéressantes, plein de choses qui se font dans les différents établissements qui sont très inspirants. Donc, je me suis limitée là, à 4 ressources que je trouve particulièrement utiles en lien avec l'évaluation, inclusive. Donc, le guide pour évaluer les apprentissages avec le numérique, un guide pratique, adopter une approche pédagogique inclusive, l'inclusion pédagogique, inventaire des stratégies d'inclusion, puis adopter les pratiques évaluatives inclusives. Donc, je vais vous présenter brièvement chacune de ces ressources-là. Donc, la première, c'est le guide pour évaluer les apprentissages avec le numérique géant. Donc, c'est le fruit d'une collaboration entre Julie-Lyne Leroux, qui est une grande spécialiste là, de l'évaluation en enseignement supérieur, reptique et éductive. Donc, c'est disponible en ligne. C'est un guide qui comprend 3 sections dont vous avez là l'image ici. Là. Donc, la première section, c'est le cadre de référence de l'évaluation des apprentissages avec le numérique dans un programme en approche par compétence. La deuxième section, c'est le processus d'évaluation des apprentissages avec le numérique. Et la troisième section, ce sont des modèles pour intégrer le numérique à l'évaluation des apprentissages. Donc, c'est vraiment un guide qui est extrêmement riche pour tout ce qui touche l'évaluation. Ça comprend dans chacune des sections plusieurs outils concrets destinés à la personne enseignante, dont notamment 16 fiches qui sont réparties dans l'ensemble du guide. Il y a plusieurs questions pertinentes pour guider la personne enseignante dans le processus d'évaluation. Et bien que ce guide-là, ça mentionne que c'est pour le numérique, c'est tout à fait adapté à d'autres contextes d'enseignement. Donc, c'est vraiment là, une mine d'informations en lien avec tout ce qui touche l'évaluation. Donc, je vous invite là, à le consulter si vous n'avez pas eu l'occasion encore là, de le faire. Puis, à l'étape de la planification, il y a des précisions en lien avec justement les pratiques d'évaluation inclusive. La deuxième ressource que je vous présente, c'est le guide pratique Adopter une approche pédagogique inclusive. Donc, c'est conçu par le Bureau de soutien à l'enseignement de l'Université Laval. C'est vraiment, comme le titre le dit, un guide pratique. C'est presque un cahier d'exercice, donc guide de 36 pages divisé en 5 modules qui propose vraiment une démarche pour adopter là, une approche inclusive. Donc, explorer l'approche inclusive. Ensuite, on établit le portrait du cours à modifier. On identifie des solutions d'inclusion à des barrières d'apprentissage. On expérimente des pratiques pédagogiques inclusives. Puis ensuite, on réfléchit aux pratiques qui ont été mises en œuvre.
Donc, dans ce guide-là, vous allez trouver de l'information, de la documentation, des vidéos, plein d'exercices pratiques et d'exemples concrets et aussi une suggestion là, de ressources utiles. Donc, comme je le disais, c'est vraiment un guide pratique là, qui vous accompagne pas à pas pour vous permettre d'adopter une approche pédagogique plus inclusive. Au niveau de l'inclusion, la troisième ressource, c'est l'inclusion pédagogique, inventaire des stratégies d'inclusion. Donc, c'est élaboré par le Service d'appui à l'enseignement et à l'apprentissage de l'Université d'Ottawa. C'est un recueil, en fait, de 135 stratégies pour rendre votre cours plus inclusif. Donc, vous avez la table de matière là, qui apparaît à l'écran. Donc, les 135 stratégies sont divisées en 3 catégories qui sont regroupées ensuite par thème. Donc, on retrouve des stratégies pour la période de conception avant le cours, pour la période de prestation pendant le cours, puis pour la période de rétroaction et d'ajustement après la session. Donc, plein d'idées super intéressantes et très concrètes, dont certaines qui portent sur l'évaluation le plus particulièrement. Et la dernière ressource que je vous propose, elle est vraiment spécifique aux pratiques d'évaluation inclusive. Donc, c'est Adopter des pratiques d'évaluation inclusive qui a été élaborée par Céline Péchard du Bureau de l'inclusion et de la réussite étudiante de l'UQAM. Donc, dans la section pédagogie inclusive, on retrouve 5 vidéos de courte durée qui parlent d'évaluation inclusive, un document d'information sur l'évaluation inclusive et un outil particulièrement intéressant qui est le tableau récapitulatif des pratiques d'évaluation inclusive dont vous avez un extrait à l'écran. Donc, ce tableau-là, en fait, présente des pratiques d'évaluation inclusive qui sont réparties selon 4 volets à propos, là, donc, selon qu'elles relèvent du design, de la notation, de la communication et de l'organisation logistique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une colonne là, à droite qui nous donne des informations au niveau de la complexité ou de la facilité là, de la mise en œuvre. Donc, on voit là, que certaines pratiques sont identifiées comme étant très simples jusqu'à plus complexes. Donc, c'est un outil qui est particulièrement intéressant. Pour ceux et celles qui souhaiteraient aller plus loin, il y a toute la question des pratiques d'évaluation alternatives qui offrent aussi là, des pistes de réflexion intéressantes. Il existe plein de partages de pratiques à ce niveau-là. J'en ai mis trois références ici. Il y a également Performant qui offre de la formation en lien avec des thématiques qu'on a abordées aujourd'hui, donc des micro-programmes de deuxième cycle en enseignement collégial ou un cours sur l'évaluation des compétences est proposé tant au MIPEC qu'au MAPEC et où les personnes étudiantes sont invitées à analyser leurs pratiques d'enseignement et d'évaluation, puis de choisir des modalités d'évaluation qui sont plus pertinentes, puis d'adapter leurs outils d'évaluation. Au niveau du diplôme d'études supérieures spécialisé de deuxième cycle en pédagogie de l'enseignement supérieur au collégial, 3 cours super intéressants qui rejoignent les sujets abordés aujourd'hui, donc les pratiques d'évaluation novatrices, l'équité, la diversité et l'inclusion au collégial, puis contribuer à une culture de bienveillance et de bien-être en milieu collégial. Ces 3 cours-là sont également offerts là, en parcours libre. Si vous souhaitez avoir plus d'informations ou connaître les conditions d'admission, là, vous êtes invité à contacter la personne répondante locale de votre établissement qui pourra là, vous guider par rapport à ces formations-là. Donc, en conclusion, en fait, je vous partage une phrase que j'aime beaucoup qui mentionne que l'étudiant ne devrait pas apprendre pour être évalué, il devrait être évalué pour mieux apprendre. Donc, je trouve que ça rejoint vraiment l'esprit de l'évaluation au service de l'apprentissage, puis des valeurs qui sont prônées par la pédagogie et l'évaluation inclusive. Voilà. Merci beaucoup, Katia Leclerc. C'était une présentation très pertinente. Quel exercice de synthèse ici, hein, parce qu'on l'a bien vu, discuter d'évaluation inclusive, c'est
c'est se rappeler les principes d'une évaluation centrée sur le développement des compétences, c'est se rappeler les principes de la conception universelle de l'apprentissage, c'est aborder les différentes composantes d'une évaluation. Alors, beaucoup de contenu à aborder et tu l'as fait de façon très efficace. Un grand merci. Et à ceux dans le clavardage qui ont proposé leurs questions aussi, merci, étant donné que ça va nourrir l'étape à laquelle nous sommes rendus, la période de questions qui va nous mener jusqu'à 11h40. Alors, Katia, si tu es prête, je t'en proposerai déjà une préoccupation concernant l'équité et l'équivalence. Alors, on a parlé de flexibilité hein, dans l'expression des attentes, dans l'expression de l'apprentissage par l'étudiant. C'est quoi les questions essentielles pour s'assurer de préserver l'équité entre les étudiants et l'équivalence entre les évaluations? OK. Donc, en fait, comme la pédagogie inclusive nous propose d'offrir les différentes possibilités à l'ensemble des étudiants, donc ce n'est pas une proposition qui est faite à certains étudiants en fonction de besoins particuliers. Ça permet à l'ensemble des personnes étudiantes de se prévaloir des options qui sont proposées. C'est sûr qu'on veut s'assurer que on reste focusé sur la cible d'apprentissage. Donc, comme je le mentionnais, dans les options ou dans les stratégies qui vont être mises en place, cet aspect-là doit être préservé. Donc, les choix qu'on va faire vont devoir tenir compte de la cible d'apprentissage pour s'assurer que l'évaluation va bien viser ce qui est ciblé dans le cadre du cours. Puis, en offrant une flexibilité à l'ensemble des personnes étudiantes, en fait, ils sont tous traités de la même façon. Donc, les stratégies leur sont tous proposées. Donc, il y a une équité qui se fait là, à ce niveau-là par rapport au fait qu'on ne cible pas certains étudiants en particulier qui ont accès aux mesures qui sont mises en place. L'idée, c'est vraiment de faire tomber les barrières à l'apprentissage, les obstacles à l'apprentissage pour l'ensemble des personnes étudiantes. Merci. En lien avec cette question-là, quelqu'un demande comment faire pour faire le calcul du temps à allouer aux étudiants pour la réalisation d'un examen plus inclusif. Alors, on parle du temps offert à l'ensemble des étudiants. Quelles questions se poser à ce moment-là? OK. En fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est de calculer le temps qu'on pense que ça prend. Puis habituellement, on va rajouter un tiers de temps, par exemple. Ça peut être un guide qui va nous orienter là, pour proposer un peu plus de temps. Donc, dans le cadre, par exemple, d'un examen, de prévoir d'avoir un tiers de temps de plus pour tout le monde qui est disponible puis qui peut l'utiliser au besoin. Ça peut être une façon d'établir un barème, si on veut, là, au niveau du temps à prévoir qui peut s'avérer inclusif pour tous, si on veut. Qu'est-ce qu'on risque si on ne fait pas réellement une évaluation inclusive? Puis qu'est-ce qu'on peut gagner à essayer d'en faire une? Comme on a vu tantôt au niveau des bénéfices de l'approche inclusive, le fait, en fait, de mettre en place des mesures inclusives, ça va permettre en fait, à l'ensemble des personnes étudiantes de démontrer leur apprentissage puis le développement de la compétence. Donc, ça va permettre à une plus grande diversité d'étudiants de trouver la voie qui leur convient le mieux. Comme on a mentionné tantôt, c'est sûr que le fait de réduire les obstacles à la base, ça va faire en sorte qu'il y a moins de demandes d'accommodement qui vont être faites. Donc, parce que déjà, les mesures en place permettent de réduire. Donc, on ne réduit pas ce qui est visé, mais on réduit les obstacles sur la route pour s'y rendre. Donc, il y a un bénéfice qui est fait là aussi par rapport, donc pour l'étudiant, qui peut davantage trouver une voie pour démontrer ses apprentissages, mais aussi pour la personne enseignante qui va avoir moins à faire mettre en place des mesures à la pièce pour les étudiants qui pourraient avoir des besoins particuliers. En fait, c'est qu'on veut s'assurer de vraiment évaluer la compétence qu'on veut évaluer, puis que la forme de l'évaluation ne soit pas un obstacle à la démonstration de la compétence de l'étudiant. Est-ce que ce serait ça? Tout à fait. OK.
Il y a une question dans le clavardage qui porte sur le concept de pratique validée. On parle beaucoup de ça au carrefour de la réussite présentement, s'assurer que les pratiques qu'on met en place ont l'effet voulu, du moins tenter d'avoir confiance qu'on atteint nos objectifs. Est-ce que tu aurais des exemples à nous donner de pratiques d'évaluation inclusive qui ont été validées? Peut-être dans certains cours performants que tu donnes aussi des exemples d'évaluations qui ont eu l'effet escompté et qui sont connus pour être efficientes par rapport aux objectifs visés. Tout ce qui est la rétroaction qui passe par, notamment la rétroaction qui passe par soit une rencontre, là, donc la rétroaction simultanée qui était abordée tantôt, ou encore par capsule audio-vidéo, là, donc qui n'est pas simplement transmise par écrit. C'est quelque chose qui est nommé comme étant très efficace par les personnes étudiantes, puis qui permet aussi là, de contribuer au développement de la relation pédagogique entre la personne, entre l'enseignant puis l'étudiant. Donc, je dirais que ça, c'est une pratique qui est favorable, puis qui permet aussi vraiment de s'assurer que la rétroaction qui est fournie soit bien comprise, ce qui va servir davantage là, l'apprentissage. Donc, vraiment augmenter, si on veut, l'efficacité là, de la rétroaction, mais c'est quelque chose qui est nommé par les personnes étudiantes aussi comme étant apprécié du fait que ça permet de nourrir aussi là, la relation pédagogique. Mm. Est-ce que ça se pourrait aussi, Katia, si tu permets que ça permette en fait d'aller chercher davantage le propos de l'étudiant sur son apprentissage parce qu'on va chercher plus d'informations sur son propre regard sur ses apprentissages? Tout à fait. Ça permet, hein, la rétroaction, là, ça devrait être multidirectionnel, donc ça ne devrait pas venir seulement de la personne enseignante, mais ça devrait être, si on veut, là, à double sens. Donc, quand on le fait de cette façon-là, ça permet d'avoir une discussion, si on veut, ce qui va rendre la rétroaction encore plus riche, là. Intéressant. Concernant l'évaluation des compétences développées en stage, ce serait quoi les particularités de l'évaluation dans une perspective inclusive en stage? L'évaluation en stage, c'est sûr que ça comporte des défis particuliers du fait que les étudiants se retrouvent dans différents environnements qui ne sont pas, qui sont diversifiés. Donc, on parle de diversité chez les étudiants, mais il y a une diversité dans les milieux de stage, dans les personnes qui accompagnent aussi les stagiaires et qui ne sont pas des spécialistes de pédagogie. Donc, toute la notion d'évaluation et d'inclusion va être finalement là, très inégale d'un milieu de stage à l'autre. Donc, il y a un rôle important de l'établissement d'enseignement et donc de l'enseignant ou du superviseur de stage de transmettre les informations au milieu de stage pour s'assurer que les attentes en lien avec l'évaluation soient adéquates. Donc, nos attentes soient reliées là, à ce qui est visé, au seuil d'entrée sur le marché du travail et aussi, au niveau de tout ce qui est inclusion, pratique inclusive, c'est d'amener ce regard-là par le superviseur de stage auprès de la personne qui va accompagner le stagiaire sur le terrain. Donc, parce qu'on peut être auprès de personnes qui vont avoir ce regard-là, mais on peut aussi avoir des gens qui vont moins être ouverts ou qui vont avoir moins de connaissances en lien avec ça. Donc, il y a un rôle de transmission d'informations importante là, de la part de la personne qui représente l'établissement d'enseignement auprès du milieu de stage pour s'assurer que l'évaluation rejoint là, les pratiques qui sont en place dans le programme. En lien avec cette transmission d'informations-là, Katia, dont tu parles, il y a à nouveau une question dans le clavardage sur l'équité. Est-ce que ça se pourrait que, au-delà de la transmission d'informations, c'est même une conversation qu'on doit avoir avec les personnes dans le milieu de stage, mais aussi, si j'envisage ça plus largement, entre collègues pour la compréhension des critères d'évaluation, parce que les critères, au bout du compte, si on respecte ces critères-là, peu importe la forme que l'évaluation va prendre, c'est ça qui va permettre de préserver l'équité entre les différentes formes d'évaluation. Oui, tout à fait. Donc, d'avoir une concertation, hein, donc
des outils aussi qui vont permettre de bien s'assurer là, de la fidélité de l'évaluation. Donc, ça va faciliter, mais d'avoir des échanges, des discussions en équipe pour s'assurer de notre compréhension commune de ce qui est visé, de ce qui est attendu, ça va aussi favoriser, parce que tu as raison, là, d'un superviseur de stage à l'autre, il peut y avoir des différences. Donc, d'avoir des outils communs, des discussions sur nos attentes, ça va permettre là, de s'assurer d'une plus grande uniformité des attentes, puis une plus grande équité là, au final. Merci. Je terminerai avec une dernière question sur une des ressources qui a été mentionnée dans le diaporama. À plusieurs fois, il était question du Cégep de Saint-Jérôme, une référence Saint-Jérôme 2023. On aimerait en savoir plus sur cette ressource-là. Oui, elle est dans les références ici. Donc, Cégep de Saint-Jérôme, pédagogie inclusive, c'est une série de vidéos qui porte sur la pédagogie inclusive qui est super intéressante. Je vous invite à aller les visionner. Donc, c'est super bien fait et vraiment très intéressant pour aborder là, différents aspects sur la pédagogie inclusive et notamment sur les pratiques évaluatives inclusives. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre aux questions et merci aux participants et participantes pour leurs propositions. On arrive à la conclusion de notre rencontre. On va avoir une diffusion du diaporama de l'enregistrement sur le site web du Carrefour dans la section Activités, comme on vous l'a mentionné plus tôt. Vous allez également recevoir un formulaire d'évaluation du webinaire. On apprécierait beaucoup vos commentaires. On est toujours en mode écoute pour essayer d'adapter nos activités à vos besoins, autant en termes de contenu que de forme. Aussi, j'aimerais remercier ma collègue Catherine Paradis pour son œil attentif sur le clavardage et tout le soutien dans la préparation. Dominique Girard pour le soutien technique et un grand merci à nouveau à Katia Leclerc pour la rigueur et la pertinence de ta présentation, Katia. C'est le dernier webinaire Carrefour de l'année, mais certainement pas le dernier webinaire intéressant à consulter. J'attire votre attention en particulier sur les webinaires de l'équipe de données de la Fédération des cégeps. Il y en a plusieurs qui portent directement sur la réussite cet hiver. Le 22 mars, il y en aura un sur la santé mentale des étudiants. Donc, un rendez-vous à ne pas manquer. Et du côté du Carrefour, on va avoir un atelier collaboratif le 10 mai sur le même thème, les liens entre la santé mentale et la réussite. Vous voyez qu'il y a un lien avec le sujet qu'on a abordé aujourd'hui, l'inclusion, l'équité, la diversité. Alors, on poursuit la réflexion là-dessus pour s'adapter à une société qui est en mouvement. Alors, on espère vous voir nombreux aux prochaines rencontres. Il nous reste à vous souhaiter une belle continuation et à la prochaine.